dire, mais écoutez, j'ai encore 2 ans. Hein. Si ça rentre en vigueur immédiatement, dès promulgation, mais bien, mais c'est promulgué, il peut dire, mais j'ai encore 2 ans, n'est-ce pas, de rallonge de mon pouvoir. Ça va être un. Ça, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Deuxième chose, si on s'en tient à la logique qui ira à l'élection présidentielle du 20 avril 2026, donc c'est lui-même là qui nommerait ces gens. Il placera à la tête, du Sénat en question quelqu'un qui sera provisoirement là, le temps qu'il démissionne, qu'il quitte le poste de président pour venir prendre son poste. Voilà les possibilités, les scénarios possibles qui sont envisageables dans les conditions actuelles, telles qu'on le voit, pour faire un peu des scénarios de constitutionnalistes, simplement. Il a encore, si la loi est promulguée, il va le faire sûrement, parce que c'est maintenant qu'il envoie les gens dans les villages pour aller expliquer la loi. Une fois déjà promulguée, enfin, votée, on n'a pas pris les avis des populations, c'est maintenant qu'il envoie depuis quelques jours là, les ministres aller circuler dans les campagnes pour aller expliquer cette loi-là. Si c'est promulgué, eh bien, il peut dire, mais écoutez, moi, j'ai encore 2 ans encore à faire. Hein. C'est possible. Ou alors, il laisse le schéma actuel se poursuivre jusqu'à ce qu'on élise le président prochain qui n'a aucun pouvoir réel. Et entre-temps, il va nommer des membres, des éléments qui sont des membres du droit déjà, qui ne nomment pas. Donc, les anciens présidents de la République jusqu'à 85-90 ans, les anciens présidents, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Tout ça, c'est facile, c'est de droit. Il y a d'autres qui sont nommés de par le président. Il le serait avant du parti, peut-être. Voilà un peu, en fait, ce que nous avons comme situation possible. Et pour le moment, seuls eux-mêmes peuvent dire ce qu'ils en feront. Personne ne peut dire quelle sera la situation qui sera envisagée et réalisée dans la pratique prochainement. Merci beaucoup. On a compris que M. Talon a plusieurs fers au feu. Qui Ah vivra oui, verra, tout à fait. Maintenant, je vais ouvrir une liste de 5 questions. Ceux qui veulent poser des questions, c'est maintenant lever la main. Oui, il Il y y a a un- déjà une main qui est j'ai levée, vu, mais il y a plusieurs questions dans le chat. j'ai vu. Monsieur Komla est le seul qui a levé la main et je vais aller regarder dans le chat. Ceux qui sont euh, autour de la table numérique, il vaut mieux que vous levez la main pour poser directement dans les questions. Et ceux qui sont ailleurs, on peut regarder éventuellement les questions sur le chat. Monsieur Komla, vous avez la parole. Je vous remercie beaucoup et je remercie tous les intervenants pour leur brillante intervention. Euh, je voudrais accuser les militants et intellectuels africains conscients de ce qui se passe, de ce que nous, y compris moi-même, nous ne prenons pas des actions décisives. Euh, je voudrais dire d'abord le professeur, je voudrais remercier au passage, qui a été mon professeur de droit administratif en 1993 euh, pour son intervention. Mais je le considère aussi comme un militant. Mais il m'a parlé aujourd'hui comme un théoricien et que avec sa présentation. Si je vois déjà avec les organisations qui existent sur le terrain, les organisations dont il préside, dont il demeure président, que nous ayons le frère Rouvi qui a été arrêté, kidnappé au Bénin, que nous ayons le journaliste Soupé qui a été aussi kidnappé, on va dire, c'est le terme aussi juridiquement parce que ça ne répond à rien en droit. Et ensuite, le militant Damien Degbé, qui fait partie du groupe de, 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 de l'APP, qui est après une intervention au Burkina Faso, et qu'on n'a pas tenu compte de ce qui s'est passé jusque-là et qu'on ne sait pas comment se fait-il qu'on le laisse se faire aussi arrêter. Ça veut dire que nous avons un adversaire qui travaille avec les forces otaniennes ou l'Occident
dont on connaît la stratégie et qu'on va lui offrir la poitrine pour qu'il décime nos forces, nos capacités. C'est comme si nous ne faisons rien. Je veux monter un peu plus gros. C'est juste un petit exemple, ça là, comme le fait qu'on a laissé trop d'essayer se faire et on continue. Comme quelqu'un a dit, il y a M. Marc Johannes, que la classe politique va rester à l'étape de dénonciation. Non, les militants ne peuvent pas continuer à dénoncer. On n'a même pas besoin d'afficher notre programme comme talon. Et lui, il dit des choses, mais il a le soutien des forces qui l'accompagnent et il agit. Mais ce qui se passe au Bénin dépasse le Bénin. Et nous devons y faire très attention. Un panafricaniste a dit un peu quand il y avait des activités déstabilisatrices de la Côte d'Ivoire, puisque selon les informations qui nous sont parvenues, euh, il, euh, l'actuel président qui a réussi à obtenir un quatrième mandat aurait fait un vœu de tout faire pour déstabiliser et faire chasser l'actuel président du Burkina. Et c'est pour ça qu'il aurait obtenu euh, 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 l'accord et le soutien de la France pour faire un quatrième mandat. Et que le panafricaniste intervenant a dit, mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Parce que le Burkina Faso ne peut pas attendre et continuer à recevoir les coups. Il faut il faut qu'il contre-attaque. Contre-attaquer veut dire quoi? Ça veut dire que on prend une distance, puisque l'ennemi qui a fait un vœu de pouvoir faire un quatrième mandat, et pour pouvoir déstabiliser l'AES à partir du Burkina Faso, et il y a une frontière là, on sait ce qu'il veut faire, on connaît son plan. Pourquoi on ne fait rien pour contre-attaquer? Je ne parle pas seulement du Burkina Faso, de toute la toile panafricaine. La Merci. meilleure défense, c'est l'attaque. On n'a pas vraiment fait ça. C'est arrivé au Burkina Faso, on le sait déjà. Et le Bénin est sur la ligne droite. Et sur les questions stratégiques que le Bénin constitue, dans cette affaire-là, si on laisse cela arriver, c'est plus la peine de nous réunir. C'est plus la peine de nous réunir. Il y a interférence. OK. Si on laisse le Bénin passer par là aussi et qu'on ne prend pas les dispositions nécessaires pour empêcher cela, ce n'est pas la peine de nous réunir encore, pour moi. Et Maintenant, vous pouvez résumer la question précisément au professeur Philippe, s'il vous plaît? Oui, c'est ça, il comprend ce que je dis et va pouvoir répondre. Et enfin, là, spécifiquement, par rapport, j'ai dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est des actions pour empêcher la saignée sur les militants et le mouvement panafricaniste et des actions pour permettre d'empêcher ce qui est planifié qui va arriver. Et pour finir avec la situation du Bénin qu'on a décrit, à savoir les modifications de constitution, ceci, cela, moi, je n'ai même pas regardé, je ne veux pas perdre mon temps à regarder. Pour moi, c'est non avenu parce qu'on ne peut pas discuter sur cette base-là. La base sur laquelle on doit pouvoir discuter et sur laquelle on doit pouvoir s'asseoir, c'est une nouvelle conférence nationale et les assises. Ça, là, c'est, je ne sais pas comment on va appeler ça. Sur le Merci. plan Il vous reste juridique. 30 secondes Voilà. là, s'il vous plaît. Oui. Donc, pour finir, je crois que ce qui se passe, ça dépasse l'entendement, c'est du non-droit et on ne peut plus discuter puisque si on parle de démocratie et de droit, la partie adverse ne fait rien dans ce sens et nous-mêmes, on doit prendre tous les moyens possibles pour arrêter cela afin d'éviter le pire. Merci. Merci. Merci beaucoup. La question S'il est vous notée plaît, le pour... timekeeper, c'est le frère Kossi Bossou. Merci de limiter les interventions à 3 minutes ou 5 minutes grand maximum. Bien, on va donner la parole D'accord, bien noté. à Monsieur Léonard Nyagoma. Camarade Léonard, c'est à toi.
Ton micro. Mon micro Ah, c'est est bon. activé. Oui, oui, camarade Aïvi. Je suis camarade, non pas monsieur, par rapport à toi. Oui, non, non, Bon, mais j'ai repris camarade après. ok, merci. Mm. Je voudrais d'abord exprimer mes remerciements aux deux intervenants de ce soir. C'est Madame Eugénie et Philippe. Et ils nous ont fait le topo de la situation dans leur pays au Bénin, un pays africain. Ce que je voudrais souligner d'abord, c'est que ce qu'ils ont dit, c'est ce qui existe partout, presque en Afrique, hormis quelques exceptions, comme la Namibie, l'Afrique du Sud, le Ghana. Je dois réfléchir pour trouver un pays réellement qui est sur la voie des traces de la démocratie en Afrique. Partout, c'est comme ça. Au Burundi, chez moi, c'est pire. Au Congo, en Ouganda, au Rwanda, partout, Guinée-Bissau, etc. Et je voudrais poser la première question, c'est, je voudrais poser la question pour savoir comment on en est arrivé là. Le Bénin, dans les années 90, nous avions espéré que c'était le champion de la démocratie. Partout donc en Afrique, le Bénin était devenu une référence. Comment en est-on arrivé là? Et comment, et qu'est-ce que vous pouvez attendre des autres panafricains pour déboulonner cette dictature? Euh, Comment pensez-vous qu'on pourrait mutualiser les moyens? Parce que pour moi, tout panafricain doit se sentir concerné par tout problème qui surgit dans un autre pays. Euh, le- la deuxième question concerne le contexte. Vous avez parlé du contexte actuel mondial. Est-ce que ce contexte est en danger ou une opportunité pour libérer l'Afrique? Je le dis parce que, bon, comparaison n'est pas raison. Dans les années 60 des indépendances, le contexte était favorable pour engager une lutte de libération et la, la réussir parce qu'à cette époque, les puissances coloniales étaient affaiblies par la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont causée eux-mêmes. Ça les avait affaiblis. Donc, les Africains ont pu revendiquer leur liberté, leur indépendance assez facilement, mais ce n'était pas si facile. Aujourd'hui, nous avons les puissances impérialistes occidentales face aux BRICS. Est-ce que pour le moment, l'existence des BRICS, c'est une opportunité qui nous permettrait de libérer l'Afrique définitivement? C'était ça mes quelques deux questions. Je vous Merci. remercie. Merci beaucoup, camarade Léonard. Euh, on va continuer la série. Je regarde si y a d'autres mains. Moi, je n'en vois pas. Je vais peut-être me tourner vers le chat pour voir. Lis les messages qui se trouvent dans le chat. Ouais, c'est ce que je viens de dire, hein. Bien. Il y a une question sur, question numéro 1 que je vois. L'évolution du pouvoir de Patrice Talon est-elle surprenante si nous nous référons aux conditions de son accès au pouvoir? Bon, voilà, je pense que cette question s'adresse aux deux intervenants. Et il y a une deuxième question. La classe politique de l'opposition et des autres va toujours rester à l'étape de dénonciation pendant tout le temps, pendant que euh, Talon déroule. Pas à pas, ses plans
déroule pas à pas ses plans. Ouais. Et puis, une autre question. Le non-respect de la Constitution constitue pour ses pouvoirs dits républicains comme autocratiques devient une donnée banale du politique. Il y a d'autres qui viennent. Moi, je propose que ceux qui sont autour de la table lèvent la main, posent leurs questions directement. Ça évite d'aller lire en vrac comme ça les questions. Ce n'est pas facile pour... Je peux te les lire si tu veux, Raymond, la prochaine fois. Merci. et si tu veux les lire, tu peux y aller. Parce que les gens sont autour de la table, je pense que c'est plus facile. Bien, vas-y, si tu veux les lire. OK, donc la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi un changement de la Constitution sans référendum? Vous posez la question, qui serait Patrice Talon sans la présence de la France dans notre pays? Que pensez-vous des 11 accords secrets renouvelés par Romuald Wadani devant Macron sous la direction de Patrice Talon? C'est quoi la démocratie à l'africaine ou à la béninoise? Voilà. Une petite mise au point. Si vous avez une question à poser, dites c'est une question. Si vous avez une contribution, précisez-le pour qu'on puisse optimiser le temps imparti. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Maintenant, je voudrais redonner la parole puisque il y a une autre dernière main. Bon, c'est IMTR. Je ne sais pas si c'est les initiales d'un nom. IMTR, si vous voulez prendre la parole, s'il vous plaît, ouvrez votre micro. Et après, on va repasser la parole aux intervenants. Merci. D'accord, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez bien? On vous entend. D'accord, ça marche. Et pour commencer, je voudrais féliciter les organisateurs de cette activité, la dynamique unitaire panafricaine, et pour avoir en tout cas pensé qu'on pouvait discuter de cette thématique-là qui est d'actualité. Saluer aussi la brillante communication des deux intervenants. Et moi, à écouter les uns et les autres, je trouve quand même qu'il y a une similarité de contexte avec différents pays, et que ce soit d'Afrique de l'Ouest, mais d'Afrique de façon générale. Donc, le tableau est en tout cas très bien dépeint. Et maintenant, j'ai cru comprendre dans la présentation, je ne sais pas si j'ai mal noté ou pas, que l'intervenant, le président de l'APP, oui c'est ça, APP, il est le premier secrétaire du Parti communiste du Bénin. Voilà, si j'ai bien noté. Par contre, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que la position justement du PCB vis-à-vis du pouvoir des pouvoirs de l'AES. Voilà, parce que moi, je pense quand même connaître beaucoup mieux la situation au Burkina Faso, mais ce qui est dépeint au niveau du Bénin, je pense que c'est en pire ce qui se passe au Burkina. Et donc, lorsqu'on voit le premier secrétaire du PCB qui était au Burkina, qui était content d'y être, qui apporte son soutien au pouvoir de Ibrahim Traoré, alors que nous savons très bien que dans ce pays-là également, il y a des enlèvements. Et au Bénin, il a parlé des cas d'arrestation. Là même, ce sont des gens qui sont traduits devant la justice. Mais quand on prend le cas du Burkina, ce sont des gens qu'on enlève, on ne sait pas où ils sont pendant un an et demi, il y en a même pratiquement 2 ans qui ont disparu. Les familles n'ont pas de nouvelles de leurs enfants, et ainsi de suite, mais c'est terrible. Ensuite, il a parlé également de la question des libertés d'expression et tout, le fait qu'on empêche les uns et les autres de parler au niveau du Bénin, mais c'est la même chose au Burkina. Voilà, c'est pratiquement la même chose au Burkina. Les gens n'arrivent pas à s'exprimer. Et on s'amuse même à dire très souvent que si tu parles et que c'est bizarre, là, on va t'envoyer au front. C'est devenu maintenant un jeu. Et c'est connu. Voilà. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un pouvoir qui s'est dit révolutionnaire puisse en tout cas et prendre un certain nombre de mesures. Et d'ailleurs, les organisations même révolutionnaires qui sont au Burkina sont traquées aujourd'hui par le pouvoir du MPSR2. On a par exemple le secrétaire général de la CGTB qui a Il vous reste échappé à une une minute. tentative d'enlèvement. Oui? Comment? Il vous reste 1 minute. Ok, parfait. Donc,
moi, c'est justement cette position du PCB que je n'arrive pas du tout à comprendre. Et la question, c'est justement de savoir est-ce que le PCB est devenu un parti putschiste et, ou alors si elle a simplement renoncé à la révolution et s'en remet aux militaires et espère peut-être qu'au Bénin également qu'il y ait un putsch pour qu'ils puissent aussi peut-être contribuer et participer à la gestion. Je ne sais pas si on est dans cette dynamique-là et si c'est le cas, c'est vraiment dommage. Merci. Merci beaucoup. La question, elle est notée. Bon, donc à présent, je pense que la parole est aux intervenants. Donc, chers panélistes, je ne sais pas, je pense que le grand frère Philippe a été interpellé par euh, le premier qui a pris la parole, Monsieur Comlan. Et donc, Philippe, si tu veux bien, camarade Philippe, si tu veux bien commencer. Bien. Plusieurs questions ont été posées et je veux dire même que l'essentiel des questions me sont prioritairement adressées et je ne vais pas du tout me dérober aux réponses à donner. Sur la question de l'ami Comlan, n'est-ce pas, que j'ai eu l'honneur entre-temps, comme il est dit, d'avoir eu comme étudiant en 1993. Merci beaucoup. Je vous en Et prie. bien sûr, ça fait plaisir, ça. Alors, voyez-vous, et Talon a kidnappé les gens, et frère Ombi à Lomé, ce soupait, n'est-ce pas, à Abidjan, Damien arrêté, passé par là. Et il estime qu'on le laisse faire. Il y a quelque chose qui passe, qu'il faut voir. Et Talon utilise l'appareil d'État qui est en ses mains, les militaires, les policiers, que nous n'avons pas, nous, en main. Les seules actions possibles ne peuvent être que des actions de protestation populaire qu'on peut soulever. Pour l'heure, c'est ce qu'on peut faire. Et c'est ce que nous faisons généralement. Et donc, les gens manifestent, même pas plus tard qu'hier, les gens crient sur les murs pour dire talons là-bas. Donc, c'est ce qu'on fait. Et pour le moment, on ne peut pas faire plus. En attendant que le mouvement général, le peuple se donne les moyens de dire non, n'est-ce pas, à ce pouvoir-là. Ce n'est pas un individu qui le fait, ce n'est même pas une organisation, c'est un parti qui le fait seul. C'est le peuple en entier qui le fait. Donc, c'est cette pratique que nous avons faite au Bénin. On lui ouvre la poitrine. Ou alors, on décide de passer à l'extérieur du pays, ou alors, mais à l'intérieur, et on continue à dénoncer. Ce n'est pas lui offrir la poitrine. C'est travailler pour que d'autres prennent conscience de la chose et viennent avec nous et qu'on l'enlève. Ce n'est que ça qu'on peut faire comme activité. Alors, il a dit ceci, la meilleure défense, c'est l'attaque, puisque les pays, n'est-ce pas, qui entourent toute l'AES, le Côte d'Ivoire et autres, attaquent tous les jours. Donc, la meilleure façon c'est de contre-attaquer. Mais, voyez-vous, c'est des questions de rapport de force. Et comme nous n'avons pas le pouvoir, on ne peut pas dire ce qui se passe entre les forces, n'est-ce pas, en présence, celles de l'OTAN, positionnées dans les pays côtiers là, et celles, n'est-ce pas, des BRICS, avec comme soutien actif, on ne peut pas le nier, la Russie et autres, n'est-ce pas, qu'est-ce que le rapport de force qui permettrait à un État comme le Burkina Faso de venir exercer un droit de poursuite, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Burkina. Ça, je saurais le dire. C'est aux gens qui sont au pouvoir de pouvoir vous donner une réponse en ce qui concerne ça. Bon. Ensuite,
Et il y a la question de l'ami et camarade de Nyangoma, je crois l'avoir rencontré quelque part. Hein. Il le connaît bien. Au cours de Oui, nos oui. rencontres, je crois l'avoir rencontré, c'est pas ici ou au Venezuela, quelque part. Ou bien, il a rencontré Nyangoma, je le connais. Donc, et en fait, comment en est-on arrivé à ce stade où le pays, le Bénin, qui est, attendez, vraiment, mon truc n'est pas sorti. Le Bénin qui est connu comme pays, n'est-ce pas, de quoi? De démocratie, champion, on arrive à ce point. En fait, on vendait, disons, un faux pagne au monde entier. On a vécu sur des critères que le discours de la Baule de François Mitterrand a élaboré. Séparation du pouvoir, liberté de la presse, indépendance de la justice, alternance, élections régulières. Voilà. Donc, en fait, c'est des... on confond la démocratie avec l'appareil de la démocratie. Ces éléments-là, élections régulières, et comment on appelle ça, et liberté de presse, indépendance de la justice, tout ça, c'est des éléments qui révèlent autre chose que ce qu'ils sont, qui révèlent que la démocratie. Et on confond ça avec ça. Alors qu'en fait, il y avait une démocratie très restreinte, celle des possesseurs d'argent. C'est ce qu'on a vécu pendant des années, pendant 30 ans là. On a toujours vécu en réalité la démocratie des puissances qui ont des moyens financiers. Et c'est ce qui m'amène que l'un des plus riches arrive au pouvoir finalement le conquérir comme talent. Si l'argent est le phénomène, l'élément déterminant de la vie politique, n'est-ce pas, du pays, et bien il est normal qu'on imagine un jour que celui qui est le plus riche prenne la tête du pays. C'est ce qui est arrivé. Simplement, c'est qu'il y avait de faux éléments qu'on a vendus, que les pays, n'est-ce pas, comme la France avait intérêt à vendre, en fait, comme, n'est-ce pas, de l'alcool frelaté, mais qui était l'élément à la mode à l'époque et qui a régné pendant des années et qui a montré nettement leurs limites. Donc, la corruption, l'argent est devenu l'élément principal qui détermine la vie politique pendant 30 ans de notre pays. Donc, c'est ce qu'on a vécu et c'est ce qui a conduit à ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, comment mutualiser les moyens? C'est déjà au moins la dénonciation collective, que ce soit tous les partis africains, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, dénoncent ce qui se passe au Bénin et ensemble qu'on fait, n'est-ce pas, quand on se rencontre, n'est-ce pas, disons, on se soutient politiquement. Le reste, là, bien sûr, pourra suivre, puisque finalement, qu'on le veuille ou non, c'est d'abord les propres forces de l'intérieur qui déterminent, n'est-ce pas, les rapports de force dans le pays. Donc, le contexte actuel mondial est-il un danger ou une opportunité pour libérer l'Afrique? Je dis bien, je peux dire, il peut répondre que les deux à la fois. Puisque une guerre mondiale qui est en train de se préparer, ou bien qui est en cours actuellement, où on prend deux camps nettement définis. Le camp de l'OTAN, qui s'arme et qui, disons, agit par des méthodes guerrières qui proposent des guerres par-ci par-là, guerre au Venezuela, guerre ceci, cela, guerre, disons, en Ukraine, et les camps des BRICS qui résistent à ça, qui, disons, luttent pour la multipolarité. Bon, voilà la situation. Alors, s'il y a guerre, il y a mort d'hommes, donc c'est un danger. Dès lors qu'il y a mort d'hommes, il y a danger. Donc, les risques d'un massacre actuel, surtout que les moyens les moyens de nuisance sont énormes, incommensurables aujourd'hui au temps du nucléaire, des bombes atomiques. Donc, c'est un danger pour les peuples du monde entier. Mais il ne faut pas nier que ça peut être une opportunité si tant est que les peuples s'organisent et ne sont pas simplement, n'est-ce pas, des chairs à canon pour les grands richards qui vont se pavaner passer par là. C'est ça la question. Est-ce que les peuples africains sont à même d'être des sujets et non plus des objets, comme on en a vu au cours des 2 dernières guerres mondiales? C'est la question que je pose et que je pose à tout le monde, à vous tous, que ce soit là où vous vous trouvez. Donc, c'est aussi une opportunité, mais à condition que les peuples africains s'organisent pour transformer la situation dangereuse
en opportunité de libération des peuples africains. Car vous savez bien que aujourd'hui, les puissances qui dominent l'Afrique, c'est celles qui étaient au congrès, à la conférence de Berlin. Et ils n'ont pas intérêt à ce que nous nous libérions. En conséquence, ils feront tout pour empêcher ça. Et donc, notre libération va nécessairement contre les intérêts des pays qui sont réunis, n'est-ce pas, disons, à Berlin entre 1884 et 1885. Donc, c'est une opportunité à saisir. Excuse-moi, frère Philippe. Il y a une question dans le Oui. chat, justement. Pendant que tu parles de dénonciation collective et que tu invites les panafricains à cette mutualisation d'action, il y a une question dans le chat on avait lu. La classe politique de l'opposition et des autres va toujours rester à l'étape de dénonciation pendant tout le temps, pendant que Talon déroule pas à pas ses plans. Est-ce que tu réponds à ça? Oui, je réponds à ça. Et ça, vous savez, tous ceux qui connaissent le Bénin, qui connaissent les forces politiques qui sont en œuvre au Bénin, diront que les forces de l'opposition ne sont pas uniquement à la phase de dénonciation. Excuse-moi, il a ajouté à quand de vraies... je ne peux pas aller plus loin dans les conditions. Il a ajouté à quand de vraies mobilisations au-delà des discours. Voilà la question. Non. Les mobilisations... Pour être complet. Oui, la mobilisation se fait tous les jours. Et sans que ça n'apparaisse, disons, à la surface de l'eau, comme vous pouvez imaginer à l'extérieur, bien à l'intérieur. Mais tous les jours, là, les gens s'organisent au Bénin. Tous les jours, dans les conditions difficiles, quand on s'organise. Donc, il faut dire que, bon, ce n'est pas si calme que ça. Ne serait que cette année qui finit là maintenant. On a fait beaucoup de mouvements. Les travailleurs de la CSTB ont fait mouvements, ils ont aussi appelé les mouvements, les manifestations. Passez par là, il y a des actions tout le temps. Et c'est cet an dernier, après le mois de juillet, août, que Talon a fait l'offensive pour maintenant. C'est de janvier jusqu'en juillet, le peuple était en mouvement dans notre pays. Donc, maintenant, entre juillet et décembre, il y a eu cet affaissement lié au fait que les gens pensaient qu'ils allaient aux élections pour avoir les démocrates comme élément pour battre Talon. C'est maintenant qu'ils se rendent compte que ce n'est pas possible. Et ils vont recourir alors à d'autres voies pour se battre. Et ça, c'est autre chose qu'on ne peut pas définir ici maintenant. Et bon, les 11 accords, n'est-ce pas, de secret ont été renouvelés par Ouadani. Bon, ça, c'est sûr. Et le départ de Ouadani, c'est signifiera aussi le départ, comme le départ de Talon, les deux sont ensemble d'ailleurs, signifiera le départ de la France-Afrique et la liberté pour notre pays. Alors, le dernier, dont je ne connais pas le nom, malheureusement, il ne s'est pas défini, il s'est mis IMTR, qui est allé tout droit, n'est-ce pas, comme critique du PCB, et à qui il va répondre. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous avons été colonisés par la France. Et la France, aujourd'hui, est toujours, qu'on le veuille ou non, dans nos pays, dans la France-Afrique, c'est l'ennemi principal des peuples africains aujourd'hui pour nous, que ce soit au Burkina Faso ou au Bénin. Et je ne vois pas comment une organisation qui se dit révolutionnaire peut aller s'allier à la France contre des gens qui posent des actes objectivement contre des élèves français. Je ne veux pas aller en détail en ce qui concerne le régime, n'est-ce pas, de ceci. Mais lorsqu'on se rend compte que le peuple français, les gouvernements français, les gouvernements français qui maintiennent nos pays là, qui pillent nos ressources minières ou bien agricoles, que quelqu'un se dit, nous, on va contre cet intérêt-là, contre la France. Et qu'il n'y a aucune négociation entre vous qui vous dites révolutionnaire dans le pays et lui, vous le combattez, ça pose problème. À moins de nier que la France ne soit pas aujourd'hui la contradiction principale qui oppose nos peuples francophones. C'est la France qui maintient la misère dans nos pays aujourd'hui, qui est toujours celui qui limite toutes nos forces politiques, qui les pille. Et on se rend compte que des forces, n'est-ce pas, révolutionnaires, disons, de Burkina Faso, vont s'allier à la France pour combattre les terroristes. Ça pose problème. Il faut aussi qu'ils me répondent aussi à ça. Donc, nous avons deux éléments. Nous avons la souveraineté et la liberté.
Il faut savoir. Les deux sont liés, évidemment. La souveraineté et la liberté. Mais qui me répondent par rapport à l'exemple qu'il a donné, et en ce qui concerne, on appelle ça, et le secrétaire général de la CTB, que je connais très bien, c'est Moussa Diallo, bon, bref. Donc, il me répond aussi à ça. Moi, j'estime aujourd'hui, et ça, je ne le cache pas, que nous avons une contradiction principale à régler. C'est celle de la souveraineté aujourd'hui. On ne voit pas la nature du régime qu'elle a, mais c'est ça qu'il pose. Je ne veux pas maintenant aller jouer par exemple un régime comme celui de Oligui, quoi, ou Nguema, ou non. Je constate que des gens posent des actes qui ont les intérêts de l'ennemi que j'ai au Bénin. C'est tout. À moins de me dire qu'il n'y a pas d'acte posé contre la France au Burkina Faso. C'est toute la réponse qu'il me donne à cette question. Le débat est plus théorique. On ira plus loin d'ailleurs pour la théorie en ce qui concerne les putschismes et les full putsch. Et c'est ce qu'on peut en avoir comme position par rapport à cette situation. C'est la seule question, la seule réponse que je peux lui donner à monsieur quoi, IRMT, IMTR. qui se cache sous quoi, ouais, voilà. Et qui, au lieu de donner son nom, se donne sous ce que le nom de IRMT. IM quoi? IMTR. IMTR. Voilà. Très bien. J'ai fini par là. Je voudrais rappeler qu'à la DUP, on a coutume quand même de nous connecter en déclinant nos identités complètes. Ayez l'amabilité de pouvoir le faire. Je pense que le camarade Gobert d'entrée de jeu avait demandé que les gens le fassent. Si vous voulez bien le faire pour permettre à la fluidité de nos échanges. Il y a d'autres mecs qui se sont levés, mais avant cela, peut-être que notre deuxième invité, la sœur Eugénie, ouais, oui. va voilà. peut-être intervenir. C'est ce que j'allais faire. Oui, voilà. Sœur Eugénie, par rapport aux questions posées, tu as peut-être une intervention, une réponse à un avis à donner. C'est à toi. Sœur Eugénie, tu as la parole. Hein? Ton micro, peut-être? Ton micro est ouvert, tu peux prendre la parole, sœur Eugénie. Oui, pardon, rappelle-moi la question, j'étais là, mais sans être là un peu. Non, la question, c'était un peu d'ordre euh, général. Il y avait des questions spécifiques qui étaient adressées au grand frère Philippe. Il y en a dans le chat, par exemple, qui pensent que pendant que on parle de dénonciation collective, par exemple, euh, Talon lui déroule bonnement son programme. À quand les vraies mobilisations? Bon, il y a le frère Philippe qui a répondu qu'il y a déjà des vraies mobilisations sur le terrain. C'est peut-être que c'est de l'extérieur que ce n'est pas bien perçu. Et il y a aussi dans le chat que, croyez-vous que Talon serait arrivé seul là, au point où il en est arrivé aujourd'hui, sans la complicité de beaucoup de Béninois, surtout que Talon sait leur en mettre plein les yeux au travers des projets d'infrastructures. Et donc, il y aura peut-être matière à réagir là-dessus. OK, merci. Donc, on va y aller point par point. Je vais commencer par le dernier. Effectivement, le problème du Bénin est complexe parce que lorsque Talon est venu au pouvoir, il a été largement élu.
Donc, il a semé l'illusion, puisque c'est la majorité qui a voté pour lui. Il est riche, on pensait qu'il n'aurait pas besoin de voler. Il a déjà les poches pleines. Malheureusement, on s'est rendu compte que tout ce qu'il avait ne lui suffisait pas. Il a fait main basse sur tous les secteurs économiques du pays. Et pour ce faire, il a muselé, il a cultivé la peur dans le pays. Et c'est ça qui a fait qu'il a progressé pas à pas pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il serait arrivé là tout seul? Non. Il s'est entouré d'une élite corrompue, sans colonne vertébrale, des gens sans dignité, parce qu'ils l'ont soutenu malgré qu'il montrait son visage de dictateur. Et des députés l'aidaient aussi à voter des lois dont ils ne comprenaient rien, et après ils vont à la Cour constitutionnelle se faire expliquer le contenu des lois qu'ils votaient. Ensuite, son soutien extérieur, c'est la France. Et le fait qu'il ait signé un contrat avec la France pour héberger les militaires français chassés du Sahel est aussi pour lui un parapluie qui lui permet d'avancer et donc de repousser les opposants au cas où il y aurait une contestation générale. Alors, il a fait des routes et c'est ça qui a la base de division dans le pays. Les gens voient les routes et disent, mais il a quand même travaillé. Or, il a confondu développement et aménagement. Aménager le pays ne veut pas dire développer le pays, non. Mais l'aménagement, c'est ce qui saute aux yeux, c'est ce que les gens voient. Et c'est ça qui fait que les gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils ont perdu pendant 10 ans. Et maintenant, des voix s'élèvent pour dire qu'ils préfèrent manger à leur faim et passer sur des routes chaotiques que d'avoir des routes asphaltées, bitumées, brillantes et être à jeun. Parce que la famine sévit, comme le professeur Philippe l'a dit tout à l'heure. La famine sévit dans le pays. Et dans la diaspora, tous ceux qui sont en contact avec leurs amis ou leurs connaissances sont informés que la situation de famine est réelle. Ce n'est pas une invention de la diaspora et ce n'est pas une invention des opposants. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge. Si on ne bouge pas, on est mort. Il faut bouger. Il a progressé pas à pas jusqu'à présent, mais maintenant, il a franchi la ligne rouge qui fait que les populations peuvent et doivent briser cette chaîne de la peur pour agir, se faire entendre. Et les élections qu'il projette pour 2026, en fait, ne sont pas des élections puisqu'il désigne les gens. Il a déjà désigné son successeur qui est Wadani, le jeune ministre là, de l'économie, et il le fait passer déjà comme le futur président, mais en fait un président fantoche puisque si lui il gagne la présidence du Sénat, c'est lui qui va gérer. Wadani ne sera là que pour veiller à ce que ses intérêts ne soient pas touchés. Et tout ça, ça fait que, tout comme certains, ils rêvent de pouvoir continuer. Mais malheureusement pour lui, il a franchi la ligne rouge et ce qui s'offre au peuple, c'est la réaction.
Donc les fils, les dignes fils et filles du Bénin doivent maintenant faire un sursaut patriotique pour arrêter les avancées de Talon. Est-ce que j'ai répondu aux questions? Oui, je pense que oui, il y a des mains qui sont levées, donc D'accord. on va ouvrir Une deuxième liste? une deuxième liste. Mais juste avant la série, j'ai une contribution dans le chat qui me semble pertinente à vous relever. Elle dit ceci. Il est clair que pour tous les Béninois, que la seule option qui fonctionnera, c'est la force. La présence de la France dans un pays n'a pas empêché des coups d'État utiles d'avoir lieu. Donc, il faut pour le moment laisser la France de côté et se concentrer sur l'essentiel. Je tenais à relayer cette contribution avant d'ouvrir la deuxième Alors, série. je peux répondre rapidement à... Oui, oui, si tu as une réaction, oui, bien sûr. Oui, que la présence de la France par ses troupes ne doit pas empêcher Un coup d'État utile, salvateur, si on veut. mais pas forcément un coup d'État. Rappelez que dans l'histoire de notre peuple, le général Dord a été vaincu. Donc cette présence des forces françaises dans notre pays ne veut pas dire que